Alors que l'incertitude plane dans le Pacifique occidental, une question brûlante demeure. La Chine utilisera-t-elle la force militaire pour capturer Taïwan? Plusieurs dirigeants chinois ont œuvré diplomatiquement pour isoler Taïwan, un territoire qu'elle a longtemps considéré comme une province égarée. Ce petit pays est très densément peuplé, avec une population de 23,5 millions de personnes vivant sur seulement 14 000 miles carrés. Grâce à sa position de leader sur le marché des semi-conducteurs de haute technologie, Taïwan a su jusque-là se protéger des ambitions de son voisin. Produisant près des 2 tiers des semi-conducteurs du monde, la dominance de Taïwan dans ce secteur lui a permis de maintenir son indépendance avec le soutien tacite des États-Unis et d'autres partenaires industriels occidentaux comme le Japon et l'Allemagne. La Chine ne risque-t-elle pas de s'impatienter et de lancer une invasion rapide et brutale dans son propre intérêt? Taïwan se trouve à seulement 100 miles du continent chinois et à seulement 80 miles en incluant certaines zones côtières. Cette proximité implique forcément une histoire partagée. Taïwan occupe une position clé dans une chaîne d'îles stratégiquement importante. En effet, une série d'archipels s'étendant de la République de Corée, en passant par le Japon, Taïwan, les Philippines et jusqu'en Australie. Tous ces territoires entretiennent des relations amicales avec les États-Unis, ce qui les rend essentiels à la domination navale américaine dans l'océan Pacifique occidental. Taïwan est un acteur majeur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, fournissant plus de 60% des semi-conducteurs dans le monde et plus de 90% des plus avancés technologiquement. Cela a aidé Taïwan à atteindre un produit intérieur brut annuel de plus de 820 milliards de dollars, soit la 21e place dans le monde, et démontre l'importance économique du pays dans la région. La première chaîne d'îles sert effectivement de barrière géographique, restreignant l'accès à des ennemis potentiels comme la Chine à l'océan Pacifique. Cette stratégie d'endiguement permet aux États-Unis de protéger leur influence dans la région en tenant à distance les menaces potentielles. Situées juste à l'est de la première chaîne d'îles, les îles d'Okinawa et de Guam hébergent d'importantes bases militaires. Okinawa abrite environ 26 000 militaires américains, tandis qu'ils sont environ 10 000 sur Guam. Ces avant-postes stratégiques fournissent aux États-Unis la capacité d'apporter une réponse rapide et efficace à tous les futurs conflits dans la région. Taïwan a presque toujours été l'objet de luttes entre plusieurs puissances. Les explorateurs européens ont cartographié l'île pour la première fois dans les années 1500, lui donnant le nom de Formosa ou Belle Île. Les commerçants néerlandais et espagnols s'y sont installés, mais furent ensuite expulsés par les loyalistes de Ming dirigés par Zheng Chenggang ou Koxinga, qui chassèrent ensuite les Néerlandais de Taïwan et y établirent leur autorité au milieu des années 1600. La dynastie des Qing a rapidement pris le dessus et a établi son autorité sur l'île en 1683. Ce n'est que 200 ans plus tard, en 1885, que Taïwan a été déclarée province de l'Empire Qing. Une décennie seulement après, la Chine a été contrainte d'en céder le contrôle au Japon après sa défaite lors de la première guerre sino-japonaise en 1895. En 1912, des révolutionnaires chinois renversèrent l'Empire Qing faiblissant et établirent la République de Chine. Dans les années 1930, les forces impériales du Japon envahirent la Chine continentale, provoquant d'énormes dégâts et des millions de morts. Tant les forces de la République de Chine que les forces naissantes du Parti communiste tentèrent de défendre le pays avec l'aide des forces américaines et britanniques. Au milieu du chaos, en 1943, le président américain Franklin Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill et le leader de la République de Chine, Chiang Kai-shek, se sont réunis au Caire. Ils ont conjointement déclaré qu'à la victoire des Alliés sur le Japon, Formosa et les Pescadores seraient rendus à la République de Chine. Fidèles à leur parole, les responsables de la République de Chine ont rétabli l'autorité politique et gouvernementale en 1945 suite à la défaite du Japon. Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre civile éclata en Chine continentale entre les forces de la République de Chine dirigées par Chiang Kai-shek et celles contrôlées par le Parti communiste chinois dirigé par Mao Zedong, au cours de laquelle on estime le nombre de victimes militaires et civiles à 1,5 à 2,5 millions. En 1949, les forces communistes, bien plus nombreuses, avaient déclaré la victoire et établi le contrôle politique à Pékin. Chiang Kai-shek et ceux qui restaient des forces de la République de Chine, connus sous le nom de Kuomintang, se sont enfuis dans la République de Chine, Taïwan, où ils ont régné pendant plusieurs décennies. Les combats ont continué jusqu'au 25 octobre 1949,
Lorsque les forces de la République de Chine ont repoussé une invasion des forces du Parti communiste chinois lors de la bataille de Guningtou sur l'île de Quemoy, les combats ont en réalité conduit à une augmentation d'environ 2 millions de personnes de la population de Taïwan, alors que les soldats, les civils et les personnalités politiques cherchaient un refuge. Ceci eut un impact significatif sur la démographie de Taïwan et contribua à une augmentation de la population de près de 37% entre 1945 et 1950. La menace permanente d'un conflit supplémentaire a conduit Taïwan à déclarer la loi martiale, restée en vigueur jusqu'en 1987. La Chine a réalisé des tirs d'artillerie sporadiques contre les îles contrôlées par Taïwan à partir de 1950, ce qui a en partie mené à la signature d'un accord de défense conjoint entre les États-Unis et Taïwan en 1954. Le 23 août 1958, des duels d'artillerie ont commencé entre la Chine et Taïwan. Ces hostilités ont duré 40 jours. Depuis, aucun des deux camps n'a voulu conclure un accord d'unification totale. La Chine se réfère au XVIIe siècle, rappelant que Taïwan était à l'origine une province chinoise. Les Taïwanais se réfèrent à l'histoire post-dynastie Qing pour soutenir qu'ils faisaient bien partie de l'État chinois moderne, formé pour la première fois après la Révolution de 1911, mais pas de la République populaire de Chine établie sous Mao en 1949. La répression récente des droits civils à Hong Kong, suite à leur unification avec la Chine en 1997, a depuis renforcé la détermination de Taïwan à conserver son indépendance. Aujourd'hui, la position de la Chine sur Taïwan peut être décrite comme une danse diplomatique précaire. Le président chinois Xi Jinping a déclaré en 2021 que la réunification avec Taïwan devait avoir lieu. Cependant, au vu de l'augmentation des incursions près des côtes taïwanaises d'avions chinois et de la marine et de l'armée populaire de libération, ou des incursions de navires planifiés, les responsables taïwanais indiquent que les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis 40 ans. Cependant, la Chine a laissé ouverte la possibilité d'une réconciliation plus pacifique. En 2021, lors d'une cérémonie commémorant le 110e anniversaire de la fin de la dernière dynastie impériale de Chine, en 1911, Xi a déclaré que l'unification de manière pacifique correspondait mieux aux intérêts généraux de la nation chinoise, y compris les compatriotes de Taïwan. Cependant, il a ajouté que personne ne devrait sous-estimer la ferme détermination du peuple chinois, sa ferme volonté et sa forte capacité à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Xi avait précédemment adopté un ton beaucoup plus dur en juillet 2021 lorsqu'il a menacé d'écraser tous les efforts de soutien à l'indépendance de Taïwan. Alors maintenant, la question demeure, la Chine décidera-t-elle d'utiliser la force militaire pour placer l'île sous le contrôle du Parti communiste? Malgré les postures de la Chine, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela semble de moins en moins probable. Et l'une des principales raisons n'a rien à voir avec la Chine, mais avec leur voisin du Nord, la Russie. Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine par le président russe Poutine en février 2022, la plupart des analystes considéraient la Russie comme la deuxième puissance militaire du monde, seulement devancée par les États-Unis et surpassant même les forces plus nombreuses, mais moins modernisées, de la Chine. Cependant, la réalité sur le terrain s'est avérée très différente. L'armée russe s'est révélée être un tigre de papier, avec tant de problèmes et d'insuffisances qu'elle pourrait même désormais sortir du top 10 des meilleures armées du monde. L'une des plus grandes surprises fut la faiblesse générale de l'équipement russe. La Russie a été obligée de vendre ses chars et avions de chasse à l'étranger afin de compenser les coûts de construction en masse de tels équipements coûteux. Mais leurs chars plus modernes se sont avérés lamentablement incapables de résister à des missiles anti-chars de l'OTAN et des États-Unis, beaucoup moins chers et plus nombreux. On a également constaté que l'armée de l'air russe était beaucoup moins puissante que beaucoup d'analystes ne le pensaient. Peu d'avions russes ont été vus dans le ciel de l'Ukraine depuis les premiers mois de la guerre, lorsque les missiles DAR des États-Unis et les autres équipements solaires ont causé d'importantes pertes parmi les avions russes. La situation est si désastreuse que la Russie a refusé de faire voler son chasseur le plus moderne, le Su-57 à 40 millions de dollars au-dessus du territoire ukrainien, par peur qu'il ne soit également abattu, ce qui montrerait aux acheteurs potentiels qu'il ne peut pas survivre face à un ennemi déterminé. Des inquiétudes similaires ont conduit la Russie à ne pas déployer son char de pointe, le T-14 Armata, un véhicule si coûteux, chaque char coûtant 4 millions de dollars, que seuls quelques-uns ont été produits. Les réalités de la guerre en Ukraine ont prouvé qu'une armée motivée et bien formée, pourvue de suffisamment de missiles anti-chars et anti-aériens par l'Occident, peut tenir tête à un pays bien supérieur en nombre comme la Russie.
Certaines des estimations les plus basses indiquent que plus de 1700 chars russes ont été détruits ou capturés, tandis que d'autres estimations parlent de près de 3000 unités. La situation est si critique que la Russie utilise des chars plus anciens pour compenser ces pertes. En mars 2023, des vidéos civiles ont émergé montrant la Russie transportant d'anciens T-55 sur des trains se dirigeant vers l'ouest. 16 chars étaient déjà obsolètes en 1973, mais le besoin de chars de remplacement est si urgent que la Russie envisage tout de même de les utiliser. Les pertes catastrophiques subies par la Russie sont un signal d'alarme pour les dirigeants militaires chinois. L'Ukraine a bénéficié de la formation dispensée par l'OTAN et les États-Unis depuis l'invasion russe en 2014, alors que Taïwan s'entraîne et se prépare à une invasion depuis plus de 40 ans. La valeur d'une défense technologiquement robuste, impliquant des missiles et des drones, joue directement en faveur de Taïwan, qui est aussi technologiquement sophistiqué que n'importe quelle autre nation. Taïwan ne compte peut-être que 3000 militaires à temps plein, mais le pays peut compter sur le soutien de la marine américaine dans le Pacifique, ainsi que probablement le soutien de la République de Corée et du Japon. Tout cela signifie pour la Chine que la tâche risque d'être beaucoup plus difficile qu'elle ne le pensait pour envahir et conserver Taïwan. Mais la Chine pourrait tirer une leçon encore plus importante de l'expérience de la Russie, le risque de boycott et de sanctions mondiales. Suivant de près les déconvenues militaires de la Russie, l'effet des sanctions occidentales sur la Russie a été un choc brutal pour la Chine, qui dépend beaucoup plus des importations que la Russie. La Chine est effectivement le plus grand importateur du monde, avec des importations représentant plus de 10% du total mondial. Mais l'impact le plus important sur la Russie fut la perte d'accès aux semi-conducteurs occidentaux. La situation est devenue si grave que les soldats russes ont commencé à ramener chez eux des appareils ukrainiens, principalement pour en extraire les puces informatiques et d'autres composants réutilisables. Ces sanctions n'auront pas un aussi gros impact sur la Chine que si elle devait se priver de l'accès au pétrole et au gaz naturel. En effet, la Chine en importe entre 70 et 75%. Et si la Russie a compensé en partie son manque d'accès aux acheteurs occidentaux pour son pétrole en vendant davantage à la Chine et à l'Inde, elle doit désormais acheminer une grande partie de ce pétrole par une route beaucoup plus longue et plus vulnérable autour de la Corne de l'Afrique, ce qui ajoute environ 10,000 milles nautiques à l'itinéraire de navigation. Viennent ensuite les boycotts. La Chine dépend plus que tout autre pays de la vente de ses produits à l'étranger. En 2022, les exportations totales de la Chine étaient évaluées à 3,59 milliards de dollars, ce qui en fait le plus gros exportateur du monde. Jusqu'à présent, le président Xi a suivi une ligne prudente, modérant son soutien à Poutine, tout en appelant à négocier pour la paix en Ukraine. Xi a cependant catégoriquement refusé de fournir à la Russie une aide létale comme des obus d'artillerie et des missiles, de peur de s'attirer le même type de boycott que la Russie. Alors que de tels boycotts augmenteraient sans aucun doute le coût des biens de consommation en Occident, ils affecteraient surtout l'économie chinoise, car les exportations contribuent à près de 20% du produit intérieur brut de la Chine. Peu d'étrangers connaissent le nombre de milliardaires dans les rangs du Parti communiste chinois. Selon la liste des personnes les plus riches du monde établie par Irun en 2022, la Chine comptait le plus de milliardaires au monde, avec un total d'1133 comparé à seulement 716 milliardaires aux États-Unis. Et ces super riches représentent un nombre disproportionné des membres du Parti communiste chinois au pouvoir. Selon le rapport d'Irun de 2018, la valeur nette des 153 membres du Parlement chinois et de son conseil consultatif considéré comme super riche s'élevait à 650 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ un tiers par rapport à l'année précédente. Ce chiffre est juste légèrement inférieur au produit intérieur brut total du pays de la Suisse, qui s'élevait à 707,75 milliards de dollars en 2021. En 2023, on estime que parmi tous les membres du Congrès national du peuple et de la Conférence consultative politique du peuple chinois, au moins 80 étaient milliardaires. Avec une telle accumulation disproportionnée de richesses au sommet du gouvernement, la direction politique de la Chine est parfaitement consciente du risque qu'une invasion de Taïwan représente pour les fortunes personnelles de ses membres. Nous devons aussi aborder la nature précaire des approvisionnements alimentaires chinois. Malgré une production alimentaire conséquente, la Chine importe massivement de la nourriture. La Chine est actuellement le plus grand importateur agricole au monde, dépassant aussi bien l'Union européenne que les États-Unis en 2019, avec des importations dépassant les 133 milliards de dollars. La Chine possède les sols les plus pauvres de tous les pays industrialisés importants, juste derrière le Brésil. Afin de compenser cela, la Chine utilise d'énormes quantités d'engrais et de pesticides.
Et bien que l'approvisionnement en potasse soit solide, l'un des engrais les plus importants, la Chine manque cruellement de gaz naturel nécessaire à la production d'azote, un autre élément incroyablement important de la fertilisation agricole à grande échelle. Pour produire son azote, la Chine dépend fortement de ses importations de gaz naturel. La production de gaz naturel de la Chine a augmenté de 6% au cours des 8 premiers mois de 2022. Comparé à la même période en 2021, selon le Bureau national de statistique, mais cela ne suffit pas pour compenser une augmentation de la consommation encore plus rapide, soit 11% sur la même période, de 2021 à 2022, en partie due à la connexion de nombreux ménages au réseau de distribution. Les importations nettes de gaz naturel de la Chine en 2021 ont grimpé jusqu'à 170 milliards de mètres cubes, contre seulement 29 milliards de mètres cubes en 2011. Le pays a compté sur ses importations de gaz naturel pour répondre à 45% de sa consommation intérieure en 2021, contre 34% en 2016 et 21% en 2011. Toute sanction significative interrompant ces importations de gaz naturel pourrait priver la Chine de sa capacité à créer l'engrais nécessaire dont elle a désespérément besoin pour son agriculture. Et avec plus d'1,3 milliard de personnes à nourrir, la Chine pourrait être confrontée à une famine inédite depuis l'époque de Mao et du Grand Bond en avant, lorsqu'environ 30 millions de personnes sont mortes en raison des mauvaises récoltes et d'une mauvaise distribution de la nourriture entre 1960 et 1962. Les dirigeants chinois n'ont rien oublié de cette catastrophe et ils n'ont aucune envie de répéter ces erreurs. Il y a aussi la nature changeante des relations sino-soviétiques. En février 1950, le premier ministre soviétique Joseph Staline et le dirigeant chinois Mao Zedong ont signé le traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle sino-soviétique. Ce traité aurait dû durer 30 ans, mais seulement une décennie plus tard, l'alliance s'est effondrée de manière cataclysmique. Pékin a dénoncé la trahison du communisme par Moscou, puis l'Union soviétique a répondu en mettant fin à toute aide économique à la Chine. Aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping tentent de dupliquer une amitié similaire, mais ils sont confrontés à des obstacles équivalents, si ce n'est plus redoutable. Pour commencer, l'équilibre des pouvoirs est maintenant inversé. Alors qu'en 1950, l'Union des républiques socialistes soviétiques était beaucoup plus puissante, tant militairement qu'économiquement, que son allié chinois, c'est aujourd'hui la Chine qui est de loin la puissance dominante. La Chine a fourni à la Russie un débouché pour une grande partie de ses exportations de pétrole après la révocation par l'Union européenne et l'Occident de leurs contrats. Mais la Chine a été réticente à se montrer trop généreuse envers Poutine et la Russie, refusant de lui fournir des missiles sophistiqués, une technologie de drone supérieure à celle de l'Iran, et un accord pour la création d'un pipeline pour le pétrole brut et le gaz naturel reliant directement la Sibérie vers le nord de la Chine. Réciproquement, la Russie se refuse également à répondre à certaines demandes de la Chine. Par exemple, la Chine veut clairement récupérer la région de l'Extrême-Orient autour de Vladivostok. Elle n'est entre les mains des Russes que depuis 1860 lorsque la région a été cédée par la Chine à la Russie, à la suite du traité d'Éguin en 1858 et du traité de Pékin qui a suivi en 1860. Les raisons d'un remaniement de la frontière russo-chinoise sont profondes. Depuis des siècles, la Chine et la Russie se plaignent et en viennent parfois à se disputer leurs frontières communes, alors qu'une résolution officielle telle que celle-ci n'a vu le jour qu'en 2008. Pour un conflit frontalier vieux de plusieurs siècles qui précède l'existence officielle des deux nations, la Chine pourrait facilement en profiter pour annuler les accords actuels et exiger que la Russie lui rende Vladivostok, qu'elle appelle toujours par son ancien nom, Haishenwei, ainsi que quelques 20 000 miles carrés de territoire autrefois chinois, inclus dans les deux traités que la Chine a été forcée de signer. Un tel gain de territoire pour la Chine contribuerait grandement à consolider la position de force de Xi à la tête du Parti communiste chinois et pourrait amoindrir à ses yeux l'importance de reprendre Taïwan pendant une décennie ou plus. En fait, les revendications chinoises sur Vladivostok et les environs sont plus profondément enracinées dans l'histoire que les revendications politiques plus récentes du Parti communiste chinois sur Taïwan. Avant la Révolution russe, les résidents d'origine chinoise constituaient plus de 40% de la main-d'œuvre dans les régions entourant Vladivostok, c'est-à-dire les oblasts de l'Amour et du Primorsk. Selon un recensement de 1907, environ 62 000 résidents chinois vivaient dans la région extrême orientale de la Russie, ce qui souligne leur présence significative dans la région. Le nombre réel était probablement plus élevé, car de nombreux Chinois effectuaient un travail saisonnier transfrontalier en tant que journaliers,
de la même manière que les travailleurs mexicains traversèrent la frontière pour travailler aux États-Unis dans des emplois agricoles. À cette époque, les Russes ethniques étaient probablement minoritaires. C'est pourquoi Staline a choisi la politique inhumaine, mais expéditive des expulsions massives vers la Chine afin de garantir la supériorité numérique des Russes, sans parler du fait que la Russie a puisé dans ses défenses en Extrême-Orient pour remplacer les hommes et le matériel perdus en Ukraine. Cette frontière étendue n'a jamais été aussi peu défendue par l'un ou l'autre côté, et la Russie n'a fait que dégrader davantage l'identité sociétale de la région en y réinstallant les Ukrainiens forcés de quitter leur patrie. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que la population russe ethnique soit à nouveau surpassée par les Russes d'origine chinoise, auxquels CSXI pourrait suivre la même logique que Poutine dans le Donbass pour justifier une invasion. C'est-à-dire, nous protégeons seulement les résidents qui parlent et pensent comme nous. Mais Poutine cherche à agrandir son territoire, pas à la réduire, et il ne consentirait certainement jamais à rendre volontairement une partie aussi vitale de la structure géopolitique orientale de la Russie. Voilà peut-être pourquoi aucun accord ferme n'a été signé suite à sa rencontre avec Xi en mars 2023. Malgré les platitudes et les assurances de soutien mutuel, Poutine n'a obtenu aucun accord pour augmenter le nombre de pipelines reliant la Russie directement à la Chine comme il l'espérait, ni aucun accord pour obtenir une aide létale dans sa guerre ratée en Ukraine. En fait, moins de 2 semaines après le départ de la délégation chinoise sans qu'aucun contrat n'ait été signé, Xi a lancé un audacieux coup de force en Asie centrale, autrefois considérée par la Russie comme sa zone d'influence. Il a invité plusieurs nations d'Asie centrale, toutes d'anciennes républiques dominées par l'Union soviétique, y compris le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, à un grand festival de politique étrangère et de diplomatie, en omettant expressément d'inclure la Russie. Un tel affront direct de Xi exprime exactement ce qu'il pense de Poutine. La faiblesse inhérente et déséquilibrée des accords sino-soviétiques actuels montre à quel point cette amitié est vraiment fragile. Alors que le respect du monde pour l'armée russe diminue, cette région, avec ses vastes ressources, un nombre élevé d'habitants ethniquement identiques et la faiblesse de sa défense frontalière, pourrait être une cible trop tentante pour Xi et son armée. Cela dit, malgré toutes ces raisons potentielles de dissuader la Chine de tenter une invasion militaire de Taïwan, il existe des raisons tout aussi convaincantes suggérant que la Chine pourrait réellement envisager une invasion dans un avenir proche. L'une des plus importantes étant que la Chine a toutes les raisons de croire que personne ne pourrait réellement l'arrêter. De nombreux analystes pensent que la Chine est encouragée par la perception interne d'un déclin de l'unité américaine à l'intérieur du pays et une perte de prestige des États-Unis à l'étranger. Dès 2008, suite à la faible performance économique des États-Unis lors de la récession mondiale, la politique étrangère de la Chine a commencé à devenir plus agressive, stimulée par le sentiment que l'économie de la Chine restait forte, alors que les économies des États-Unis et de l'Union européenne vacillaient. En fait, le produit intérieur brut chinois a augmenté à un taux de 9,4% en 2009, tandis que l'économie américaine s'est contractée de 2,5% la même année. L'attaque du 6 janvier 2021 sur la capitale américaine, suivie du retrait précipité des forces américaines d'Afghanistan en 2021, ont simplement confirmé la conviction chinoise que les États-Unis étaient en perte de vitesse. La présence militaire américaine en Afghanistan, qui a atteint son apogée, avec environ 100 000 soldats en 2010, a été entièrement stoppée le 31 août 2021, signalant un changement significatif dans les priorités stratégiques et l'influence mondiale des États-Unis. En octobre 2022, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a noté que la Chine poursuivait l'unification avec Taïwan selon un calendrier beaucoup plus rapide que prévu initialement. Selon son analyse de la situation, la Chine aurait décidé que le statu quo n'est plus acceptable. Et bien sûr, lorsqu'on examine la possibilité d'une invasion, il serait criminel de ne pas prendre en compte les améliorations militaires de la Chine qui progressent rapidement. Récemment, la Chine a élargi son arsenal nucléaire, tout en modernisant son armée à la fois en qualité et en quantité. Le gouvernement américain estime que la Chine a augmenté le nombre de lance-missiles de moins de 100 en 2020 à plus de 450 à la fin de l'année 2022, amenant l'armée populaire de libération à la parité numérique avec les États-Unis qui possèdent également environ 450 lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux. On s'attend à ce que l'arsenal de têtes nucléaires de la Chine passe de 400 aujourd'hui à plus de 1000 d'ici 2030. Certains des sous-marins lance-missiles balistiques chinois les plus modernes sont maintenant équipés de missiles à longue portée améliorés qui pourraient, selon les rapports, atteindre le continent américain.
Ces sous-marins ont également commencé à effectuer des patrouilles opérationnelles dans la mer de Chine méridionale, étendant la portée de la marine de l'Armée populaire de libération bien plus loin qu'il y a seulement 20 ans. L'armée de l'air de l'Armée populaire de libération met en service un bombardier furtif. H-2 copie du B-2 qui a une portée opérationnelle étendue avec une autonomie d'environ 5200 miles, soit 8500 km. Cela mettrait autrement en danger des zones clés des États-Unis auparavant inaccessibles, tout en menaçant toutes les nations situées entre le Japon et les Philippines, et même certaines parties de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. En juillet 2021, l'Armée populaire de libération a testé un système de missiles hypersoniques qui pourrait livrer des charges utiles nucléaires ou non nucléaires aux États-Unis continentaux, échappant potentiellement aux défenses antimissiles. La simple existence de telles armes pourrait encourager les dirigeants chinois à croire qu'ils peuvent intimider leurs homologues américains, se donnant carte blanche dans leurs plans pour Taïwan. Viennent ensuite les efforts de la marine de l'Armée populaire de libération pour construire une véritable flotte dans le Pacifique, basée en partie autour de ces 2 porte-avions en service, avec un 3e porte-avions encore plus avancé, le Fujian quasiment terminé et d'essais en mer. Ils ont néanmoins encore besoin de former au moins 200 soldats pour piloter les chasseurs navals nécessaires. Ils doivent également remplacer le seul avion de chasse embarqué de la Chine, le J-15 requin volant bimoteur et monoplace, qui est sous-performant, surnommé le poisson floppant par les rapports de presse chinois. Il est connu comme étant l'avion de chasse embarqué le plus lourd du monde. Et sans ses moteurs d'origine russe, il n'est pas capable de transporter à la fois un armement complet et du carburant pour sa portée ciblée. Il faut sacrifier certaines armes ou bien une partie du carburant pour qu'il puisse accomplir une portion de sa mission prévue. Néanmoins, le simple fait de disposer de porte-avions viables donne à la marine de l'Armée populaire de libération la capacité de projeter sa puissance d'une manière inédite depuis plusieurs décennies. La Chine peut toujours faire appel à ses nombreux petits navires pour submerger la marine américaine et ses alliés. En 2015, la marine de l'Armée populaire de libération a dépassé la marine américaine en nombre total de navires, et cette progression s'est prolongée au cours des années suivantes. Le service de recherche du Congrès américain estime qu'en 2021, la Chine prévoyait d'acquérir 348 navires et sous-marins, tandis que le département de la Défense américain estimait le nombre total de navires chinois à un peu plus de 355. En comparaison, la force de combat déployable de la marine américaine, dont les missions comprennent des postes dans l'Atlantique, la Méditerranée et d'autres zones en dehors du Pacifique, totalisait moins de 300 navires au cours de l'exercice fiscal 2021. Les flottes d'autres nations comparables sont également beaucoup plus modestes. En 2021, la Marine royale britannique comptait 76 navires et la Marine royale australienne n'en disposait que de 44. 16 récents efforts de modernisation et de mise à niveau de la marine ont fait de la Chine une puissance plus redoutable dans le Pacifique occidental. La Chine se sent maintenant assez forte pour essayer de dicter les conditions de son contrôle sur la mer de Chine méridionale, s'étendant jusqu'à une zone appelée la ligne des 9 traits, qui empiète sur les zones côtières souveraines d'autres nations, y compris les Philippines, le Brunei, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Une telle expansion de leurs eaux territoriales a été jugée illégale par les États-Unis en 2016. La Chine a effectivement ignoré cette décision, alors qu'elle occupait et construisait plusieurs installations terrestres isolées, guère plus que des récifs et des hauts fonds occupés dans la mer de Chine méridionale. Selon les responsables occidentaux, ce geste sans précédent n'est qu'une partie de l'effort de longue date de Pékin pour renforcer ses revendications sur un territoire contesté dans une région cruciale pour le commerce mondial. Malgré les promesses de ne pas militariser de telles zones, des pistes aériennes et des ports navals contrôlés par l'armée de l'air de l'Armée populaire de libération ont été développés sur beaucoup de ces îles. Les combattants de le contrôler par l'Armée populaire de libération interceptent régulièrement les avions d'autres nations et les dissuadent de voler dans ce qu'ils considèrent comme l'espace aérien territorial chinois. Et malgré les énormes pertes militaires de la Russie dans la guerre en Ukraine, beaucoup en Chine croient que le seul succès notable de Poutine a été de brandir la menace nucléaire pour limiter l'implication directe des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine. Le bruit du sabre nucléaire jusqu'à présent réussi de Poutine a été instructif pour les dirigeants chinois. Bien que de nombreux analystes en Occident soient surpris par l'échec de la Russie à atteindre ses objectifs initiaux, ainsi que par la force et la résilience des forces ukrainiennes au gouvernement, la Chine a observé avec intérêt comment Poutine a repoussé l'intervention directe de l'Occident par des menaces nucléaires, y compris des exercices rhétoriques provocateurs, et même en augmentant le niveau d'alerte de ses forces nucléaires, ce qui est emblématique d'une doctrine que les Russes, non par hasard, appellent dissuasion stratégique.
Dai Junjun, un érudit de l'Académie des sciences militaires de l'Armée populaire de libération, a affirmé au début de l'année 2023 que l'arsenal nucléaire de la Russie et les principaux systèmes conventionnels, tels que les missiles hypersoniques, servent de dissuasion stratégique efficace contre une intervention directe des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine. Ce qui pourrait être considéré comme le succès de la dissuasion de Poutine pourrait aider à convaincre les planificateurs chinois que leur arsenal nucléaire pourrait dissuader de manière similaire les États-Unis. Un tel excès de confiance dans leurs propres capacités, associé à la fausse conviction que Washington leur permettra de traiter avec Taïwan sans opposition des États-Unis, pourrait à son tour amener la Chine à croire qu'une invasion pourrait être couronnée de succès. Si la dissuasion américaine échoue, si la Chine est de plus en plus convaincue de ses propres capacités militaires et sous-estime l'engagement des États-Unis à défendre Taïwan, les deux pays pourraient finir par être pris dans une guerre entre nations dotées d'arsenaux nucléaires. Mais alors, l'une des raisons les plus probables pour lesquelles la Chine envahirait réellement Taïwan pourrait être la plus absurde, à savoir qu'elle pourrait découler de conséquences totalement non intentionnelles de toutes les parties. En février 2023, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait prévu un voyage très important et longuement planifié à Pékin. Mais ce voyage a été reporté, c'est-à-dire annulé indéfiniment, en raison des préoccupations soulevées par ceux qui semblaient à l'époque être un ballon espion chinois survolant le continent américain. Cet événement singulièrement politisé a révélé ce décalage très réel entre les différents groupes dirigeants de la Chine, les cabales de leadership militaire, de politique étrangère et économique désunis. Pourquoi quelqu'un dans la bureaucratie ou l'armée chinoise permettrait-il une telle manœuvre de politique étrangère risquée à la veille d'un événement diplomatique aussi important? Il est fort possible que quelqu'un ait voulu annuler le voyage ou qu'il ait voulu intimider la direction américaine en montrant que la Chine pouvait toujours accéder à l'espace aérien américain, même si c'était juste pour recueillir des données météorologiques. Dans tous les CA, le grand fiasco du ballon a montré un jugement extrêmement mauvais de la part de l'élite dirigeante de la Chine. Cela donne lieu à des spéculations sur l'action possible de membres d'un secteur de la direction chinoise sans consultation adéquate avec d'autres membres du gouvernement. Que quelqu'un dans l'armée puisse déclencher une invasion de Taïwan sans d'abord consulter les branches de la politique étrangère ou diplomatique semble désormais une possibilité tout à fait réelle. De plus, il y a le danger du culte de la personnalité que Xi a délibérément créé, qui permet à un seul dictateur, souvent mal informé sur les réalités de la situation, de prendre une mauvaise décision à laquelle personne n'osera s'opposer. À partir de 2012, Xi a travaillé avec acharnement pour éliminer toute opposition possible à son règne autocratique. Il n'existe plus personne pour contester Xi. Il ne reçoit plus une analyse honnête des erreurs dans la politique économique ou étrangère de la Chine, car trop souvent par le passé, Xi a métaphoriquement et parfois littéralement tué le messager. Son culte de la personnalité est plus strict qu'au temps de Mao. Xi fait un one-man show. Il a éliminé tous les subordonnés indépendants et s'est fait un point d'honneur de ne pas récompenser la pensée indépendante. Une équipe de nettoyeurs Covid a nettoyé la piste d'un des principaux aéroports chinois pour montrer à Xi à quel point ils étaient travailleurs. Voici un exemple de la façon des Chinois de se plier en quatre pour montrer à Xi qu'ils font ce qu'ils espèrent qu'il attend d'eux, même si leur attitude est erronée. Bien sûr, cela n'a absolument été d'aucune aide pour combattre le virus. En fait, une grande partie de la politique chinoise zéro Covid n'était que de la science erronée associée à ce que les observateurs occidentaux ont appelé un théâtre de la désinfection. De mauvaises idées similaires, déguisées en travail acharné, peuvent conduire à des erreurs supplémentaires, pouvant aller jusqu'à des guerres potentielles. Mais si la probabilité que la Chine envahisse Taïwan dans les prochains jours est faible, alors quand cela pourrait-il se produire? Peut-être plus tôt que vous ne le pensez. La Chine fait actuellement face à une baisse du taux de natalité, le taux de fécondité totale du pays ayant chuté à 1,18 enfants par femme en 2022, bien en dessous du taux de remplacement de 2,1. Cela a suscité des inquiétudes concernant le vieillissement de la population et la diminution de la main-d'œuvre. De plus, la dépendance insoutenable de la Chine à l'égard du gaz naturel importé pour son agriculture est évidente, le pays ayant importé environ 109 milliards de mètres cubes de gaz naturel en 2022, ce qui représente environ 45% de sa consommation totale de gaz naturel. Cette dépendance aux importations rend la Chine vulnérable aux fluctuations du marché mondial et aux tensions géopolitiques. Certains analystes suggèrent qu'en faisant face à un ralentissement économique et à une hausse du chômage, la Chine pourrait être tentée de lancer une offensive militaire pour rallier le soutien populaire. En janvier 2023, le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu,
a émis l'hypothèse que le président Xi pourrait créer une crise externe afin de détourner l'attention des Chinois ou de montrer aux Chinois qu'il a accompli quelque chose. Mais si les dirigeants chinois ont besoin de faire une diversion en s'expandant militairement vers l'extérieur, dans quelle direction devraient-ils ou peuvent-ils aller? Ils ne peuvent ni envahir le Kazakhstan, à cause des distances de leur ligne d'approvisionnement, ni franchir l'Himalaya pour atteindre l'Inde. Ils ne peuvent pas s'étendre au Vietnam. La dernière fois que la Chine a essayé cela en 1979, les Vietnamiens leur ont fait ce qu'ils avaient fait aux Français, aux Japonais, puis de nouveau aux Français et aux États-Unis. Et malgré des améliorations notables, la Chine n'a pas encore la marine nécessaire pour affronter les États-Unis et ses alliés que sont l'Australie, les Philippines, la Corée du Sud et le Japon. Tant que ce ne sera pas le cas, ces espoirs d'invasion navale de Taïwan ne sont que bluffs et fanfaronnades. Ainsi, malgré toutes les indications contraires, il semble beaucoup moins probable que la Chine envahisse Taïwan dans un avenir proche, et bien plus probable qu'elle puisse essayer de s'emparer des terres autour de Vladivostok, ou comme les Chinois préféreraient l'appeler, Hai-Shenwei, à Poutine, qui est affaiblie et sans défense au niveau régional. Elle pourrait même trouver un moyen de mettre en place un programme d'aide économique ou militaire dans le cadre duquel la Chine se déchargerait du fardeau que représente la supervision d'une partie aussi isolée géographiquement de l'empire en ruine de Poutine. Une telle démarche serait dans la droite ligne de Xi, qui semble préférer l'intimidation, mais sans risquer une confrontation ouverte qui pourrait détruire la richesse des milliardaires qui constituent un pourcentage si disproportionné de son élite dirigeante.